ici chercher le chien? Oui. Et ta sœur est restée avec le monsieur? Oui. Et quand tu es revenu, le monsieur n'était plus là, et ta grande sœur non plus? Non. Et là, au fond d'une galerie, les policiers découvrent leur premier indice. Un pullover rouge masculin. Après 4 heures d'interrogatoire, il a finalement consenti à avouer la vérité, à savoir qu'il était bien l'auteur du meurtre de la petite fille. Si je n'ai pas l'opinion, l'intime conviction qu'il est innocent, je m'en vais. Si j'étais juré, je me prononcerais pour la peine de mort. Effet de théâtre, on est au théâtre là. Seulement, dans la cour des Baumettes, sous l'échafaud, là on n'est plus au théâtre, on est dans la vie réelle. C'est toi qui vas donner la mort. Donc c'est toi, quelque part, qui vas commettre un crime. Ah non, non, mais il s'attendait à être gracié. Hein. Christian Ranucci s'attendait à être gracié. Il a été guillotiné. Et pour beaucoup de Français, cette tête tombée un matin de juillet 1976 à Marseille est le symbole de l'erreur judiciaire. Depuis 30 ans, cette affaire a un nom, c'est l'affaire du pullover rouge. L'histoire d'un homme accusé du meurtre d'une petite fille de 8 ans et condamné en 2 jours dans une atmosphère de lynchage. Christian Ranucci sera l'un des derniers condamnés à mort exécutés en France. Marseille, le 28 juillet 1976. Le jour se lève, il est à peine 4 heures du matin. Sans le savoir, un homme vit ses dernières minutes. Christian Ranucci, 22 ans, condamné à mort 4 mois plus tôt, doit être guillotiné derrière ses portes à la prison des Baumettes. Ils nous ont réunis dans une espèce de greffe de la maison d'arrêt où tout le monde s'est réuni avant d'aller à l'exécution. Et ils ont commencé par nous expliquer qu'il fallait atteindre le pavillon de haute sécurité par les sous-sols et non pas par le circuit ordinaire, de façon à ce que la cavalcade ne réveille pas les prisonniers. Ils avaient installé des couvertures scotchées par terre pour qu'on se déplace en silence. Donc c'était un peu surréaliste, quoi. Cette espèce de grande assemblée qui se déplaçait vers les quartiers de sécurité sans bruit. Les gardiens ont ouvert, clac-clac, comme ça, et lui ont sauté dessus. Et à ce moment-là, on a frémi parce qu'il a cru, le malheureux, qu'il était agressé. Je veux dire, il est réveillé comme ça en pleine nuit, ça lui était jamais arrivé. Donc il a cru qu'il était agressé. Il s'est réveillé comme ça en sursaut et il a poussé un hurlement en disant « je vais le dire à mes avocats ». Le fait que ce garçon nous réclame, en quelque sorte, était quelque chose de très, très lourd pour nous. Alors, le gardien a dit « vos avocats sont là, vos avocats sont là ». Et il m'a regardé comme quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive, quoi. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Au moment d'être guillotiné, Ranucci se tourne une dernière fois vers ses avocats et leur dit « réhabilitez-moi ». Ensuite, le bourreau appuie du pouce sur un bouton, le couperet tombe, il est 4h13 du matin, on nous dit que la tête a rebondi 2 fois. L'homme qui vient d'être guillotiné est accusé d'avoir assassiné 2 ans plus tôt, en juin 1974, une petite fille de 8 ans. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, certains voudraient que l'on refasse le procès. L'évêché, c'est comme ça qu'on appelle à Marseille l'hôtel de police. Le 3 juin 1974, un lundi de Pentecôte,
un père de famille vient signaler la disparition de sa petite fille, Marie-Dolores, 8 ans. Elle jouait au pied de son immeuble avec son petit frère. Il pense qu'elle a été enlevée. Alex Panzani, journaliste accrédité à l'évêché, est sur place en même temps que les policiers. D'abord, c'est le désert. Il n'y a personne. C'est un lundi de Pentecôte, il n'y a vraiment personne. Madame était affairée dans sa cuisine. Il y avait, je crois, même une odeur de repas de midi, de cuisine maison qui mijotait, comme si elle attendait à chaque instant le retour de Marie-Dolores. Elle nous demande, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle nous demande notre avis. Et on se garde bien de le lui donner, par décence, et puis pour pas l'affoler. Mais visiblement, elle ne comprend pas ce qui arrive. Les policiers, eux, comprennent très vite qu'effectivement, il s'agit d'un enlèvement. Le petit frère de Marie-Dolores leur a donné des détails très inquiétants. Il s'appelle Jean, il a 6 ans et il a été témoin du rapt. Il parle d'un homme qui est arrivé en voiture et il raconte la suite aux journalistes. Il m'a appelé avec ma soeur. Après, il a dit que je cherche le chien. Il avait perdu son chien? Oui. Après, il a dit que je passe par là-bas et ma soeur le reste là. Quand le monsieur dit je pars de ce côté avec ta grande sœur, toi tu vas faire le tour de l'immeuble avec tout seul pour chercher le chien, on se retrouvera de l'autre côté, le petit garçon s'en va. C'est seulement quand sa mère l'a appelé et lui a demandé où était sa sœur qu'il a dit elle est partie avec le monsieur chercher le chien. Et alors tu es parti chercher le chien? Oui. Et ta sœur est restée avec le monsieur? Oui. Et quand tu es revenu, le monsieur n'était plus là, et ta grande sœur non plus? Non. Au même moment, à 20 km de là, débute une autre histoire. Un banal accident de la route. Un certain Vincent Martinez, au volant de sa voiture, prend la route de Toulon. Et soudain, au carrefour du lieu-dit La Pomme, un coupé 304 Peugeot débouche à sa droite. Il grille le stop et le percute violemment avant de prendre la fuite. Un couple qui arrivait derrière et qui a tout vu décide de prendre le fuyard en chasse. 1 kilomètre plus loin, Aline et Alain Aubert rattrapent le coupé qui s'est arrêté ici. Ils aperçoivent de loin le chauffard qui monte dans la colline. Ensuite, ils ne le voient plus, il est dans les fourrés, mais il lui parle. « Revenez, il n'y a que de la tôle froissée. » Pas de réponse. Les Aubert reprennent leur route, mais notent le numéro d'immatriculation de la Peugeot. 13 69 SG 06. Les Aubert retournent au carrefour et donnent ce numéro à Vincent Martinez qui, muni de ce précieux indice, porte immédiatement plainte à la gendarmerie pour délit de fuite. Il précise que l'homme lui semblait seul à bord. À Marseille, pendant ce temps-là, les journalistes poursuivent leur interview du petit frère de Marie-Dolores. Ils les pressent de questions et très vite, Jean leur livre un autre détail. On lui a surtout demandé quelle voiture avait ce monsieur. Et à ce moment-là, il nous a dit il avait une Simca gris métallisé. Et je lui ai demandé, tu connais la Simca? Il m'a dit oui, je connais, je sais ce que c'est. Et il m'a d'ailleurs montré une voiture qui était une Simca, effectivement 1100, qui était celle avec laquelle l'équipe de police était arrivée sur place, puisqu'à l'époque, les policiers étaient équipés de ce type de voiture. Une Simca 1100 de couleur grise. Le petit Jean est formel sur la couleur. Voilà donc le premier portrait du suspect. Jeune, les cheveux noirs, le frère de Marie-Dolores dit qu'il parle comme les gens d'ici. Il roule dans une Simca 1100 grise. Retour à 20 km de Marseille, non loin du carrefour de La Pomme, là où a eu lieu l'accident. Un homme vient demander de l'aide dans une ferme voisine. Il s'est embourbé avec sa voiture dans cette champignonnière. Sa voiture, c'est un coupé 304 Peugeot. Elle porte les traces d'un accident. L'inconnu raconte une étrange histoire. Il serait venu près de la champignonnière pour pique-niquer. Drôle d'endroit que ce coin humide et boueux. Il n'aurait pas serré le frein à main. Sa voiture aurait glissé dans la galerie.
le lendemain, à Marseille. Espérons bien que le monsieur qui a pris ma fille me la ramène vivante, que c'est l'unique chose que je lui demande. Voilà. En ce moment, il vous écoute peut-être. Si en a cœur, comme si un père de famille a des enfants, il verra bien comment ça coûte un enfant. Alors, en ce moment, je ne demande más que al bon Dieu qui me retourne ma fille. Le 4 juin, 24 heures après la disparition de Marie Dolores, toujours aucune nouvelle. Le visage de la fillette est à la une de tous les quotidiens de Marseille. Quels sont les éléments qui vous permettent de déduire qu'il s'agit d'un enlèvement fait par un déséquilibré? Eh bien, pour l'instant, nous n'en sommes encore pas au stade des déductions. Nous nous posons des questions, mais il est bien évident que l'enlèvement d'un enfant si jeune peut être conçu et peut être considéré comme l'œuvre d'un déséquilibré. Marseille est passée au crible, sans résultat. Les enquêteurs font alors un appel à témoins, à la radio, en s'appuyant très clairement sur le témoignage du petit Jean. Ils recherchent une Simca. Nous recherchons les témoignages du passage d'une voiture automobile qui pourrait être une Simca grise, à bord de laquelle se serait trouvé un homme d'une trentaine d'années et une fillette de 7 ou 8 ans. Le 5 juin, les deux histoires, celle de l'accident et celle de l'enlèvement de Marie Dolores, soudain se télescopent. Vincent Martinez, le chauffeur de la voiture accidentée au carrefour de la Pomme, a lu les journaux, entendu la radio et il se dit que son accident a peut-être un rapport avec l'enlèvement. Il rappelle les gendarmes et change sa déposition. Cette fois, il déclare qu'un enfant a pu se trouver à bord du coupé 304 Peugeot. Le couple qui a pris en chasse le coupé, lui aussi fait le rapprochement. Aline et Alain Aubert affirment qu'ils ont vu le chauffard s'enfuir avec un paquet dans les collines. Les policiers qui travaillent sur l'enlèvement de Marie Dolores ont enfin une piste et se rendent immédiatement au carrefour de la Pomme. Deux heures plus tard, ils découvrent, caché sous des broussailles, le corps d'une enfant, une petite fille. Elle porte des traces de coups de couteau. Sa description correspond à celle de Marie Dolores, mais il faut l'identifier formellement. On amène le papa dans une voiture de police. Il va descendre sur la route, il y a les journalistes qui sont là. Et on amène le père qui va encadré par des policiers, qui va au bosquet. Et puis on entend des hurlements inhumains, quoi. Et les policiers ont été obligés de le ramener en le soutenant jusqu'à leur voiture, quoi. Voilà. Pompiers, enquêteurs, tout le monde est sur place. Il y a aussi la juge, Hilda Di Marino. Il faut maintenant chercher des indices. Tout le voisinage est passé au crible, y compris la champignonnière. Et là, au fond d'une galerie, les policiers découvrent leur premier élément. Un pullover rouge. C'est le scellé numéro 1. Pour les enquêteurs, il n'y a donc plus qu'un seul suspect. C'est évidemment le propriétaire du coupé Peugeot immatriculé 13 69 SG 06. Pourquoi donc s'obstiner à rechercher une Simca grise? Peu importe le témoignage du petit Jean. Au fond, ça n'est qu'un enfant. Il n'a peut-être pas bien vu la marque de la voiture. Le propriétaire du coupé Peugeot s'appelle Christian Ranucci. Il a 20 ans, c'est un représentant de commerce. Il habite Nice. Ce 6 juin, Christian Ranucci est à 783 jours de son exécution.
À ce moment-là, personne ne s'intéresse au pullover rouge. Plus tard, l'écrivain Gilles Perrault en fera le fil conducteur de sa contre-enquête. Votre livre, Gilles Perrault, s'appelle « Le pullover rouge » et pour vous, ce pullover rouge, c'est un élément essentiel de l'affaire Ranucci. Rappelez-nous exactement dans quelles circonstances on le découvre et qu'est-ce qu'on en fait immédiatement. Écoutez, on le découvre tout naturellement. Christian Ranucci, on sait qu'il a stationné, enfin sa voiture, dans une champignonnière. Alors les gendarmes entrent dans cette champignonnière et derrière des tôles trouvent un pullover rouge. Un pullover rouge vif, qui n'a aucune tache de moisissure. Bon, il vient d'être posé là parce qu'une champignonnière, c'est très humide. Alors il y a un chien policier, on lui fait flairer le pullover rouge et le chien part immédiatement, suit un chemin de terre, rejoint la route, remonte la route et s'arrête 30 mètres au-dessus de l'endroit où l'on a retrouvé le corps de la malheureuse Marie Dolores. Donc on se dit tout naturellement, il y a un lien entre celui qui a posé là ce pullover rouge et l'assassin, puisque le chien est allé jusqu'à l'endroit, à 30 mètres près, où a été découvert le cadavre. Est-ce que ce pullover rouge appartient à Christian Ranucci? On le croit d'abord. On se dit, voilà, il avait sa voiture là, il était là, il a caché son pullover rouge. Et puis non, c'est pas à lui. C'est un pullover trop grand pour lui. Sa mère dit, il déteste le rouge, il n'a jamais porté de rouge. On examine sa modeste garde-robe de garçon de 20 ans, pas de rouge. Les voisins de l'endroit où il habite avec sa mère disent, non, jamais en rouge. Il déteste le rouge. Bon. Donc on est obligé de se dire, non, le pullover rouge qu'on a trouvé là, c'est pas celui de Christian Ranucci. Alors c'est une grande, immense déception, bien entendu, pour la police marseillaise. Est-ce que ce pullover rouge, néanmoins, va rester un élément essentiel du dossier? Non, il disparaît, il est escamoté, comme il ne sert pas à la thèse de l'accusation, puisqu'il est impossible de dire c'est celui de Christian Ranucci, c'est le pullover. On va l'escamoter, il ne sera présenté à personne, puisqu'il n'est pas utile à la thèse de l'accusation. Le grand absent, c'est le pullover rouge. Placé en garde à vue, Christian Ranucci reconnaît bien l'accident. On ne voit pas comment il pourrait faire autrement. Mais le meurtre, non. Ça n'est pas lui. On voit arriver un jeune homme, quoi. On voit arriver un jeune homme qui présente assez bien, qui n'est pas un marginal, c'est clair. C'est tout. C'est vrai qu'on a l'impression d'un jeune homme bien mis, pas du tout d'un maniaque sexuel. Non, on est tous un peu surpris. C'est les policiers qui semblent le plus déstabilisés par son comportement. Ils s'attendaient à avoir quelqu'un qui craque assez vite, finalement, parce que le crime était atroce. C'était visiblement quelqu'un qui avait tué une petite fille, en tout cas dans l'optique des policiers, sous la pression, quoi. D'ailleurs, ils vont lui dire ça, ils vont lui dire, Ranucci, tu ne voulais pas la tuer, cet enfant, alors soulage ta conscience. Et ils vont se heurter à quelqu'un qui est très dur, qui reconnaît l'accident, mais qui ne nie complètement, contre toute évidence, nie complètement le meurtre. Une nuit passe, Christian Ranucci n'a toujours pas avoué. On sent quand même une tension qui monte, on sent une certaine angoisse qui monte aussi chez les policiers parce que la garde à vue est en train de courir, mais ils ont une carte maîtresse. C'est le témoignage des gens qui ont poursuivi Ranucci après l'accident de la circulation. Ces témoins, ce sont les époux Aubert. Convoqués à l'évêché, ils sont confrontés à Christian Ranucci, et là, tout bascule.
Nous avons confronté les intéressés avec le mis en cause et après 4 heures d'interrogatoire, il a finalement consenti à avouer la vérité, à savoir qu'il était bien l'auteur du meurtre de la petite fille. Conduit devant les époux Aubert, Ranucci a donc craqué. Madame Aubert va prendre la parole. Et elle va vous dire, je vous ai vu, monsieur. C'est vous. C'est bien vous, monsieur. Madame Aubert s'adresse à Ranucci en lui parlant dans les yeux. Hein? C'est vous. Et Ranucci, là, va vaciller, va baisser la tête et va passer aux aveux. Le problème, c'est que monsieur et madame Aubert, qui ont pris en chasse la voiture de Ranucci juste après l'accident, vont changer plusieurs fois leur récit devant les policiers. La première fois, par exemple, le lendemain de l'accident, ils racontent qu'ils ont vu un homme sortir de la voiture, s'enfoncer dans les fourrés, transportant avec lui un objet assez volumineux. Le jour suivant, ils ajoutent une scène qu'ils n'avaient absolument pas évoquée la première fois. Voilà qu'ils ont parlé au chauffard dissimulé dans les fourrés en lui disant « Revenez, revenez, c'est pas grave, ce n'est que de la tôle froissée ». Et puis 1 heure plus tard, dans une 3e déposition, ils se souviennent tout d'un coup que l'homme leur a répondu et surtout que le paquet volumineux, c'est un enfant portant un short ou une culotte de couleur blanche. Ça fait beaucoup de changements en peu de temps pour des témoins qui vont beaucoup compter dans cette enquête. Étonnant aussi, la première fois qu'on a présenté Ranucci aux époux Aubert. Il était au milieu de 4 policiers. Ça s'appelle un tapissage. Et là, ils ne l'ont pas reconnu. En revanche, quand plus tard, on leur a présenté Ranucci seul, en suspect numéro 1, là, tout de suite, Aline Aubert a dit « C'est lui ». Étrange, non? Mais qu'importe. Ce qui compte, c'est que Ranucci a avoué. Et s'il a avoué, alors il doit payer. C'est à mort, à mort. Hein. Même des confrères qui étaient hostiles à la peine de mort, dans des journaux de gauche, font des éditoriaux appelant à l'exécution du coupable. Alors la population, forcément, c'est la haine à fleur de peau. Alors qu'effectivement, j'écris des choses où j'essaye de tempérer, parce que c'est ma conviction que c'est pas la peine de mort qui peut résoudre ce type de problème, eh bien, je vais avoir effectivement une énorme pression des lecteurs, qui va se répercuter d'ailleurs sur la direction du journal, au-delà des idéologies, pour dire attention, on est dans une cité populaire, il y a une famille populaire qui a été victime d'un acte abominable, il ne faut pas trouver d'excuse à l'assassin. Christian Ranucci a signé des aveux complets. Il explique qu'il a tué Marie Dolores dans un moment d'affolement, à coups de couteau. Et ce couteau, justement, il l'a jeté dans un tas de fumier près de la Champignonnière. Effectivement, après 2 heures de recherche, tout de même, c'est bien dans un tas de tourbe que les gendarmes retrouvent le couteau, taché de sang. Christian Ranucci reconnaît l'arme sans aucune hésitation. Gilles Perrault, je vais vous dire un truc. Vous êtes très convaincant sur l'homme au pull-over rouge. Mais il y a quelque chose, moi, qui ne passe pas, c'est ça. C'est le couteau. Moi, le récit que j'ai de la découverte du couteau, c'est qu'on a interrogé Ranucci, il a dit où il avait caché le couteau qui a tué la petite fille, on est allé fouiller à l'endroit qu'il avait désigné et on a trouvé le couteau. Et ça, c'est terriblement à charge. Alors, vous pouvez me raconter toutes vos histoires d'hommes au pull-over rouge? Je suis d'accord avec vous, que demander le plus? Il dit où est le couteau, on y va, on trouve le couteau. Bon, moi, c'est réglé, il n'y a plus de place pour le doute. Hein? Bah oui. Bon. Alors, on vous dit, vous, où est le couteau, hein? Vous êtes gendarme. Et on vous dit, bah, bon, il a avoué, le couteau est là. Vous y allez. Oui. Eh bien, figurez-vous que les gendarmes, ils ne font pas ça.
Les gendarmes qui sont prévenus, qui doivent chercher un couteau. Hein. Le capitaine Gras, qui commande la brigade de gendarmerie, il a fait préparer sa poêle à frire, ce qu'on appelle le détecteur de métaux. Tout est prêt. Et donc, la fin des aveux de Ranucci, c'est 17h30. Et à 17h30, les recherches commencent avec la poêle à frire. Et chose curieuse, chose étrange, il les commence à 1200 mètres. 1 km 200 de ce tas de tourbe, où Ranucci vient d'avouer qu'il a caché le couteau. Et il va mettre 1h55 pour arriver au tas de tourbe. Le capitaine Gras. Le capitaine Gras. Alors, quand j'ai vu le capitaine Gras, je lui ai dit, écoutez, moi je ne vous comprends pas. On vous dit, parce qu'il était relié par radio-téléphone avec la police à Marseille, qu'il y avait Ranucci qui venait d'avouer. Je ne comprends pas pourquoi vous commencez à chercher à 1 km 200 et vous mettez 1h55, puisqu'il a avoué qu'il a dit où était... Bon. Et Gras me dit, mais vous me prenez pour un imbécile ou quoi? Pourquoi est-ce que j'aurais commencé à 1 km 200 et... Non, on ne m'a pas dit du tout que le couteau était dans le tas de tourbe, sinon j'y serais allé. Hein, on m'a dit, le crime a eu lieu chez vous, à Gréasque donc, le couteau doit y être cherché. Alors moi, je suis parti de l'endroit où on a trouvé le cadavre. Avec la poêle à frire. Et voilà, et puis je suis descendu, la route, et puis le chemin de terre, et puis la Champillonnière. C'est là, en arrivant au tas de tourbe, qu'on a trouvé le couteau, 1h55. Ah, vous ne trouvez pas ça bizarre? Bon, est-ce que vous auriez fait ça, vous, si on vous avait dit non, vous seriez allé au tas de tourbe, moi aussi. Deuxième chose, on trouve donc le couteau le 6 juin, en fin d'après-midi. 2 heures avant qu'on ne retrouve le couteau, on a les procès-verbaux de gendarmerie, la découverte du couteau. Il y a un procès-verbal de la police de Marseille qui accuse réception du couteau, qui donne les caractéristiques du couteau. Lame rentrée, lame sortie. Alors, question. Et là, je suis d'accord avec vous, il est coupable. Si vous pouvez me répondre à cette question, je reconnais, il est coupable. Comment la police marseillaise pouvait-elle, le 6 juin, donner les caractéristiques d'un couteau qu'on allait trouver 2 heures plus tard à 25 km de Marseille? Christian Ranucci est à 771 jours de son exécution. Du fond de sa cellule, à la prison des Baumettes, il écrit sa première lettre à sa mère. Maman chérie, toute cette affaire était comme écrite. Tout s'est déroulé sans que toi, ni moi, n'y puisse rien. Il aurait suffi d'un clou sur la route, j'aurais crevé un pneu, et le stop, l'accident et ses conséquences n'auraient pas existé. Il y a quelque chose qui importe beaucoup pour moi, c'est que tu gardes la santé et le moral. De mon côté, je te rassure, je garde le moral pour passer les épreuves. La mère de Christian Ranucci est convoquée par les policiers à l'évêché. Elle s'appelle Héloïse Maton, elle est sa seule famille. Étonnamment, les enquêteurs lui rendent les clés de la principale pièce à conviction, la voiture, le coupé 304. Dès son arrivée, elle est interrogée par les journalistes. Il travaillait déjà depuis 3 semaines dans une maison d'air conditionné. Oui, une maison d'air conditionné. Il se plaisait beaucoup dans son travail. Il était fiancé? Pas du tout, mais il avait pas mal de relations, garçon et fille. Il n'était jamais seul, pour ainsi dire. Et il sortait le soir, il allait danser? Quelquefois, oui. C'était un... sans trop, enfin, raisonnablement. Pour vous, c'était un fils attentionné? Très, madame, oui. On lui dit, il faut absolument que votre fils trouve un avocat. Alors elle dit, mais il n'a pas besoin d'avocat, il est innocent. Et on lui dit, bon, non, il vaut mieux quand même prendre un avocat. Et pour y aller, eh bien, tout simplement, on prend la voiture de Christian Ranucci. Et c'est là qu'on lui demande ce que fait son fils, qu'est-ce qu'il a fait avant-hier, rentrant chez lui. C'est là qu'elle nous dit, il est rentré, il avait très faim, il a mangé des jambons, il a mangé un steak, puis après il avait encore faim, je lui ai fait des tomates la provençale, et puis du fromage, et puis après on s'est mis devant la télé, on a regardé un film, elle nous raconte ça, donc vous voyez bien, il était incapable, s'il avait fait une chose pareille, il n'aurait pas été aussi tranquille. Le premier avocat auquel pensaient les journalistes
est absent. Roger Ardouin et son confrère confient donc Héloïse Maton à Paul Lombard, l'un des ténors du barreau de Marseille. Lombard est pas chaud, hein, vous croyez. Alors Paul Claude dit si, c'est un bon dossier, tu verras. Alors, on dit non, l'assassinat d'une enfant, c'est délicat, c'est pas sûr. L'acceptation de la défense de Ranucci dans le climat qui était celui de Marseille à l'époque posait un problème. Jean-François Le Forcenet est l'un des jeunes collaborateurs de Paul Lombard. 25 ans à l'époque et presque aucune expérience. C'est lui, pourtant, qui hérite de la défense de Ranucci. Il était convenu entre Paul Lombard et moi que j'absorbais le choc avec, si j'ose dire, mon absence de notoriété, justement, et qu'une fois que ce choc était passé, eh ben, je lui demandais de rejoindre le camp de la défense, ce qu'il a fait, et puis on allait s'y attacher tous les deux. D'ailleurs, à la fin, on était 3. Jean-François Le Forcenet rencontre son client pour la première fois à la prison des Baumettes. Avec moi, le courant n'est pas établi encore, ça passe pas, je suis encore un étranger, je veux dire. Je le sens bien, quoi. Il est extrêmement en défense vis-à-vis de moi. Il se livre pas, en plus de ça, il doit bien s'apercevoir que je ne suis pas beaucoup plus âgé que lui et qu'il peut peut-être se poser des questions sur mes compétences, j'en sais rien. Mais enfin bon, je lui ai dit, écoutez, j'ai vu votre mère, on va s'occuper de vous. Et dites-moi si c'est vous qui avez tué cette petite fille. Dites-moi les choses simplement. Voilà, je ne suis pas la police. Qu'est-ce qu'il vous répond à ce moment-là? C'est obligatoirement moi. Il se met à hurler. Il dit c'est obligatoirement moi. Obligatoirement. Il répète ça en hurlant. Ce qui, moi, m'intrigue sur le moment, c'est que Ranucci ne remet pas en cause sa culpabilité. Il continue à avouer ce crime, mais il y a des pièces du puzzle qui ne rentrent pas, si vous voulez. On est obligé de forcer pour que ça aille avec la théorie générale de Ranucci enlève une enfant, s'affole après l'accident, la tue, dissimule le corps, etc., etc. Il y a des points de fait qui nous paraissent surprenants, à commencer par les témoins de l'enlèvement qui ne s'accordent pas sur la marque de la voiture de Ranucci. En effet, Jean, le petit frère de Marie-Dolores, ne reconnaît pas le coupé, la voiture de Ranucci. Et il n'est pas le seul témoin du rapt. Un garagiste, Eugène Spinelli, a vu, lui aussi, Marie-Dolores partir avec un inconnu le jour du drame. Son garage est situé à quelques dizaines de mètres du lieu de l'enlèvement. Le 3 juin, il a vu la fillette monter à bord d'une voiture grise, une Simca 1100. Tiens. Monsieur Spinelli est garagiste, donc il dit, moi, je ne confonds pas les marques de voitures, c'est une Simca, bon, j'ai vu une Simca. Alors, je me suis peut-être trompé, mais j'ai vu une Simca. Le petit frère de Maria Dolores est confronté à Ranucci, il ne le reconnaît pas. Convoqués à l'évêché, ni le petit Jean, ni le garagiste Spinelli, les deux seuls témoins de l'enlèvement, n'ont reconnu Christian Ranucci. Tout cela est incohérent, tout cela est contradictoire. Et on se dit que forcément, dans son enquête, la juge d'instruction va tenter d'éclaircir tout cela. Elle s'appelle Hilda Di Marino. Un magistrat que je qualifierais de conservateur. C'est un magistrat qui sans doute a une bonne base juridique pour mener ses instructions, qu'il a prouvé d'ailleurs par la suite dans sa carrière. Mais c'est pas quelqu'un qui est novateur. Et c'est surtout, je pense, quelqu'un qui, face à un dossier comme l'affaire Ranucci, ne va pas sortir des sentiers battus. Elle est très hostile avec Ranucci. Elle lui parle d'une façon extrêmement agressive. Elle le toise. Bon, c'est une personnalité un peu sèche, comme ça, Mme Di Marino.
Elle le toise, elle l'appelle Ranucci, elle le vouvoie, et elle est très directive, quoi, voilà. Elle lui dit, est-ce que vous confirmez? Est-ce que c'est bien vous qui avez tué cet enfant? Est-ce que vous confirmez tout ça? Est-ce que vous avez une explication à donner à votre geste? Ce à quoi il n'apporte aucune réponse claire. Bon, messieurs, maître, pas de questions, au revoir, terminé. Et on se dirige vers la reconstitution dans la semaine qui suit, quoi. Moins de 3 semaines après le drame, la juge organise cette reconstitution sur le lieu du crime. Il y a là les magistrats, les avocats, les journalistes et les témoins, c'est-à-dire les époux Aubert, ce couple qui a désigné Christian Ranucci. Les Aubert qui reconnaissent finalement Ranucci et qui disent « oui, c'est lui, nous l'avons vu, c'est lui qui s'est échappé dans la colline », on n'a jamais pu les faire démordre de la description qu'ils ont donnée d'un Ranucci sortant de sa voiture par sa portière. À lui, sa portière conducteur, la portière gauche. La portière, elle est coincée. Madame Aubert n'a jamais voulu admettre que cette portière ne soit pas coincée. On ne saura pas si Christian Ranucci est bien descendu par la portière avant-gauche, comme l'affirment les époux Aubert. On ne saura pas non plus s'il y avait bien une petite fille à bord. Tout cela semble évident pour la justice. Il n'y aura pas de reconstitution de ces faits. Ce qui intéresse en revanche le magistrat, c'est le meurtre de Marie-Dolorès. Le juge d'instruction s'impatiente. Elle dit, bon, ben, on ne va pas rester 2 heures à savoir si la portière s'ouvre ou pas. On va aller à l'essentiel. On va grimper dans la colline et vous allez nous montrer où est-ce que vous l'avez tué et comment vous l'avez tué. Mais au moment de mimer le geste du meurtre, Christian Ranucci s'effondre. Quelque chose s'est cassé, quoi. Il s'est mis à hurler, à pleurer. Il a dit non, je peux pas faire ça. Il est relativement agressif, très déplaisant. Je pense qu'effectivement, il va très vite irriter Madame Di Marino. Elle a pris l'album photo des Mensa greffières, ces photos du cadavre, et elle a dit, regardez, Ranucci, ça, vous vous en souvenez. Pas me dire que vous avez oublié ça. Et elle lui mettait pratiquement, quoi, le nez dessus, je veux dire. Et lui était dans une espèce de crise de nerfs qui était épouvantable, quoi. Christian Ranucci, qui avait avoué, semble avoir tout oublié du crime. Il est comme amnésique. Mais il ne dit pas pour autant qu'il est innocent. Il ne se souvient plus. J'ai pas à côté de moi quelqu'un qui me dit « Je n'ai pas commis ce crime affreux, les Aubert se trompent ». J'ai quelqu'un qui, encore une fois, ne semble pas intégrer son crime. Il ne dit pas j'ai tué. Je ne vous aide pas, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Et je l'ai, voilà, qui j'ai à côté de moi. Dominique Rizet, ça c'est le rapport des experts psychiatres qui ont examiné Ranucci. Cette histoire d'amnésie, elle est réelle ou simulée, cette amnésie? Pour eux, elle est simulée. Les 3 experts qui ont travaillé, en tête l'un des pontes de l'hôpital de la Timone à Marseille, disent à propos de l'amnésie de Christian Ranucci, dès qu'on aborde ce chapitre, l'histoire du meurtre de Marie-Dolorès, son attitude change radicalement. Visiblement, il est mal à l'aise, il feint de ne pas comprendre les questions pour gagner du temps. Ces silences, disent les experts, ces silences traduisent de pénibles efforts pour faire le tri entre ce qu'il convient de dire et de ne pas dire. Donc pour eux, c'est un simulateur. C'est un simulateur. On essaie de lui faire passer un test. Christian Ranucci vit mal ce moment et les experts terminent en disant cette attitude traduit de toute évidence une allégation d'amnésie, autrement dit une amnésie simulée. Donc ils sont formels là-dessus. Ils sont formels là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce rapport psychiatrique? Il y a quelque chose qui met assez mal à l'aise. Dès le début, il y a un résumé des faits. Bon, c'est assez classique, les psychiatres plantent le décor. Seulement, il y a cette phrase « L'auteur de l'enlèvement et de l'homicide est appréhendé le 5 juin et après quelques réticences reconnaît les faits. » Quelques réticences, c'est 19 heures de garde à vue. Ouais. Reconnaît les faits. Les
psychiatres sont partis du principe que Christian Ranucci était coupable. Et on a l'impression, en lisant ce rapport psychiatrique, qu'ils se sont employés tout au long des interrogatoires ou des entretiens qu'ils ont eus avec lui à démontrer sa culpabilité. C'est gênant parce qu'un expert, c'est un médecin ici en l'occurrence, il a prêté serment, il connaît les règles du droit, il est censé appliquer ces règles de droit aux prévenus, et la première des règles, c'est de respecter la présomption d'innocence. Pour l'instant, Christian Ranucci, il est encore innocent. Christian Ranucci est à 684 jours de son exécution. Maman chérie, j'ai admis que c'était peut-être moi, bien que je n'en sois pas sûr. Alors, pour me donner du courage, je songe au futur. Je pèse le pour et le contre. Un commerce en Afrique, une hacienda en Argentine ou une scierie au Canada. Fais des projets et garde courage, en te disant bien que la justice existe quand même. C'est un type plutôt ouvert, il est assez souriant, assez facilement souriant, il peut rigoler même. Et voilà quoi. Est-ce qu'il a conscience de la gravité C'est la question que j'allais vous dire. Et je crois que... Non, je crois qu'il n'a pas conscience. Non, je crois qu'il ne voit pas. Je crois qu'il ne voit pas, mais est-ce qu'il était ouvert? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Attention, vous risquez une condamnation à mort. On lui a dit ça. On lui a dit, vous risquez une condamnation très grave. Très grave. Gilles Perrault, je pense à toutes ces lettres écrites par Christian Ranucci à sa maman. Il y a quand même quelque chose de très très fusionnel entre ce grand garçon et sa maman Héloïse Matton, que vous avez rencontrée à plusieurs reprises. Oui, bien sûr, oui. Fusionnel, oui. Il aime sa mère et sa mère l'aime. Ça arrive tout de même, ces choses-là. Rien de plus que cela? Oui, bien sûr. C'était un garçon tout à fait normal, qui a eu des petites amies assez précocement, qui avait une vie sexuelle et sentimentale tout à fait équilibrée, et puis qui avait, oui, de l'amour pour sa mère. Non, parce qu'on a laissé entendre qu'il y avait quelque chose de tellement fusionnel entre deux qu'elle était un peu, castratrice. Non, pas du tout. Non. Non, oui, on a même écrit que jusqu'à son départ au service militaire, il dormait dans le même lit qu'elle. Tout ça est absolument grotesque. Puis alors surtout, on a dit, mais il a une sexualité immature et mal orientée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas retrouvé ses petites amies. Alors il est évident que quand un garçon de 20 ans est arrêté, mis en prison, accusé d'avoir tué une petite fille, ses petites amies ne se précipitent pas à la police ou à la gendarmerie pour dire, vous savez, j'étais... Bon, donc il fallait les chercher, on ne les a pas cherchés. Vous les avez cherchés, oui? Bien sûr, je les ai trouvés. Il avait, au moment de tout ça, il avait une liaison avec une femme mariée qui habitait la même résidence à Nice, là, sur les collines. Bon, évidemment, elle ne s'est pas présentée. Bon, seulement... Évidemment, dès qu'il est arrêté, dès que tout ce monde-là disparaît, ou en tout cas décide de ne pas apparaître, on fabrique en quelque sorte, l'image d'Aranucci, qui a des relations avec sa mère pas tout à fait normales, qui n'a pas de liaison féminine. Et puis voilà, comme ça devrait expliquer qu'ils finissent par enlever un enfant. Les psys vont tracer ce portrait-là. Ah oui. Ben oui, non, mais évidemment, les psys, on leur montre le dossier. C'est ce qui est terrible, n'est-ce pas? Dans ce genre d'enquête, on a l'impression qu'on cherche tous les éléments qui vont aboutir au crime. Non, c'est pas le cas. Je vous dis, des enfances comme celle de Christian Ranucci, mais des centaines de milliers d'enfants les ont vécues en France. C'est excessif et c'est même intolérable de tordre une vie comme ça
pour l'orienter dans une direction favorable à l'accusation. On a tordu cette vie. Avant de lui ôter la vie, on l'a tordue, comme pour l'incliner sous le couperet de la guillotine. L'instruction est close. Elle a duré 1 an. La juge n'a entendu ni le petit Jean, ni Eugène Spinelli, le garagiste. Et pourtant, ils sont les 2 seuls témoins du rapt, et dans leur déposition, ils ont dit ne pas reconnaître Christian Ranucci. J'ai l'impression d'être tombé dans un piège. Et la manière dont l'instruction a été faite, et ça j'y pense beaucoup également, a été le ressort qui a fermé le piège. C'est un peu une loterie. J'ai tiré le gros lot du malheur, sans même avoir acheté de billets. Il faudra bien que vérité se fasse. Dame Justice n'est pas aussi aveugle que Dame Fortune. Soigne-toi bien. Le 6 novembre 1975, Christian Ranucci est renvoyé devant les assises pour l'enlèvement et le meurtre de Marie Dolores. Il risque la peine de mort. Le procès approche. Et l'avocat Paul Lombard, qui s'était tenu jusqu'ici à l'écart de ce dossier sulfureux, prend la tête de la défense. Un soir, à quelques jours des débats, il organise chez lui un étrange dîner. Il y a là autour de la table maître Jean-François Le Forcenet et des journalistes. Paul Lombard sait qu'il va jouer la tête de quelqu'un dans sa plaidoirie. Et cette tête, il veut la sauver. C'est indiscutable. C'est quelqu'un qui est horrifié par la peine de mort. Et je pense qu'il essaye de mettre à ce moment-là, un peu tard peut-être, tous les atouts de son côté. La défense a compris l'importance des médias. Et voilà que les avocats de Christian Ranucci dévoilent leur stratégie. Ils vont plaider l'innocence de leurs clients. La plupart des invités sont stupéfaits et leur conseillent de faire tout le contraire. À un moment, on est presque à la fin du repas, on a beaucoup parlé, et Paul Lombard nous interroge, on était, je ne sais plus, 5-6, à votre avis, qu'est-ce que je dois plaider? Bon, ben alors je lui dis que moi je pense qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute, il faut plaider la culpabilité. Et les autres confrères, à une exception près, disent la même chose. Il faut plaider la culpabilité. Il y a de tels éléments, il y a le couteau, il y a les dessins, il y a tout fait que Ranucci est coupable. Donc il faut plaider la culpabilité. Plaider l'innocence, les journalistes sont abasourdis. Et ils ne sont pas les seuls. Le 3e avocat de Christian Ranucci trouve lui aussi que c'est une folie. Ma position était simple, c'était que c'était une affaire importante, avec les conséquences dramatiques que dont on pouvait présager. Et Raymond Philippe, qui était un excellent avocat, m'avait dit « On ne joue pas au poker avec la vie d'un homme, il faut savoir prendre les distances et les mesures qui conviennent en pareilles circonstances ». C'est la raison pour laquelle je pensais qu'il fallait plaider coupable, avec les circonstances atténuantes qui étaient densément représentées, et possibles, si vous voulez, car on ne pouvait pas risquer ce qui pouvait arriver. Fraticelli dit si on plaide l'innocence là-dedans, c'est un poker terrible. Bon, mais il avait raison. Mais il faut aller dire à l'autre écoutez, on a réfléchi, c'est mieux de dire que c'est vous. Enfin, comment voulez-vous dire ça à quelqu'un qui dit ce n'est pas moi? L'autre, c'est Christian Ranucci, qui dit désormais qu'il est innocent. C'est donc cette thèse, sa thèse, que ses avocats vont plaider devant la cour d'assises.
Maître Lombard, je suis venu vous voir parce que j'ai besoin d'explications sur ce dîner. C'est la première fois que je vois organiser un dîner avec des journalistes la veille d'un procès pour savoir quelle stratégie tenir. C'est absolument pas comme ça que les choses se sont passées. L'atmosphère la veille du procès Ranucci était une atmosphère de lynch. Ce n'était pas un procès, c'était une mise à mort programmée. L'opinion publique s'était dressée contre un accusé qui avait été présenté comme un monstre. Le premier devoir de l'avocat, c'est en tout cas comme cela que je conçois mon rôle, et d'essayer de lutter contre cet ennemi redoutable, contre cette pieuvre qui s'appelle l'opinion publique. Et pour toucher l'opinion publique, il importait de toucher ce qu'on n'appelait pas encore les médias, ce qu'on appelait à l'époque les journalistes. Autrement dit, si vous les faites venir, ça n'est pas pour entendre leur avis, mais pour le leur faire partager, c'est ça? Si je fais venir les journalistes, c'est pour essayer de démystifier cette diabolisation d'un homme qui n'était plus un accusé, qui était devenu véritablement un sujet d'opprobre et d'horreur. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas fait mon devoir. Écoutez bien ce que je vous dis. Si c'était à refaire, non seulement je le referais, mais j'irai partout où il est possible d'aller pour essayer de dire attention, si l'opinion publique est déchaînée avant d'entendre la défense, l'opinion publique va être la fusée porteuse d'une erreur judiciaire. J'ai voulu, de mon côté, essayer de relativiser les choses et de dire cet homme n'est pas aussi coupable que ce que vous pouvez l'imaginer, et je vais même vous démontrer qu'il n'est pas coupable du tout. Le procès a lieu les 9 et 10 mars 1976 à Aix-en-Provence. Les avocats n'ont que 2 jours pour sauver la tête de Ranucci. Et dès le début, ils placent beaucoup d'espoir dans les témoignages d'une femme. Elle s'appelle Janine Mattei. Elle raconte une histoire très troublante. C'était quelques jours avant le meurtre de Marie-Dolores. Sa fille et l'une de ses copines jouaient dehors dans une cité de Marseille lorsqu'elles ont été importunées par un inconnu qui disait avoir perdu son chien noir. Exactement le même stratagème que pour l'enlèvement de Marie-Dolores. Et l'homme était au volant d'une Simca 1100 et il portait un pullover rouge. Une Simca comme la voiture décrite par le petit Jean et le garagiste Spinelli. Un pullover rouge comme le premier indice découvert dans la Champignonnière à proximité du lieu du crime. Ce pullover rouge, on le voit surgir comme ça. Il prend petit à petit de l'importance parce que, je veux dire, bon, la Simca, c'est-à-dire la voiture qu'on voit sur les lieux de l'enlèvement, le stratagème utilisé par le ravisseur, qui est de dire « aide-moi à chercher un chien que j'ai égaré », etc. C'est un modus operandi qui a un peu d'originalité quand même. Si on retrouve ce modus operandi ailleurs, on peut envisager l'hypothèse que, bon, il y ait un individu qui se balade. Le même mode opératoire que pour l'enlèvement de Marie-Dolores. Or, cet homme au pullover rouge ne pouvait pas être Christian Ranucci, car il n'était pas à Marseille ce jour-là. Il est assez logique de penser que quelqu'un qui, encore une fois, enlève les petits-enfants en est rarement à son coup d'essai. En général, ils sont à 2 ou 3 événements du même acabit. Et donc, ça ajoute à l'absence de netteté des choses. On se dit, bon, alors maintenant, il y a un homme au pullover rouge. Toute la stratégie de la défense est basée sur le témoignage de Madame Mattei et sur l'existence de cet inconnu au pullover rouge. Mais quelques semaines avant le procès, un autre fait divers est venu frapper les esprits. C'est l'affaire Patrick Henry, loin de Marseille, à Troyes. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur
Un enfant est mort. Il y a eu cette phrase un soir au JT de 20h, la France a peur, le climat était... c'était un drame presque théâtral, mais au niveau national. La France a peur. Chaque mère, chaque père a la gorge nouée quand il pense à ce qui s'est passé à Troyes. On ne pouvait pas l'ignorer et on se disait, oui, ça va contre Ranucci. Car la photo de Patrick Henry est partout. L'affaire est diffusée en boucle par les télés. Son cynisme bouleverse les Français. Les télés qui passent son image en train de dire si on retrouve l'assassin de cet enfant, je comprendrai qu'on l'exécute. Pour nous, c'est dur, ça. Le garde des Sceaux, M. Cagnuet, disait il y a quelques jours qu'il était pour la peine de mort pour les raptes d'enfants. Est-ce que c'est aussi votre avis? Moi, je pense que c'est oui. C'est mon avis. Le ton monte, là. Ouais. Le ton monte. M. Pelotowski, d'après vous, quel sort doit être réservé à l'assassin dans cette affaire? Ça va être à la justice de trancher. Ce sera une justice faite avec des jurés populaires. Et je vous dirais que si j'étais juré, je me prononcerais pour la peine de mort. D'ailleurs, c'est pour cette peine que l'assassin lui-même s'est prononcé au cours de ses déclarations à la presse. Un ministre d'État qui réclame la mort pour Patrick Henry. Ça pèse lourd à quelques semaines du procès de Christian Ranucci. Il y a dans la salle des pas perdus des palais de justice à Aix et à l'extérieur une foule haineuse qui se presse pour venir voir presque la mise à mort dans le palais de justice. Dès le premier jour, on sentait qu'on était là pour dire bon ben c'est la mort qu'il faut. Il n'y avait pas d'autre alternative. Moi, personnellement, je ne sais pas pour les autres, mais moi, personnellement, j'ai pensé que c'était déjà fait, quoi, que c'était, on l'avait déjà jugé. La mort. Parmi ceux qui vont juger Christian Ranucci, magistrats, jurés, il y en a qui ont des idées très arrêtées sur la question. Dès que j'ai su que j'étais désigné, j'ai su que je requerrais la peine de mort. C'était tellement épouvantable. Si vous aviez vu la photo de cette petite fille si innocente, si jolie, et quand vous pensiez à cet assassin qui l'a lardé de coups de couteau, la première réaction c'était « tuons-le lui aussi, il le mérite ». Je dois dire que les crimes d'enfants doivent être sévèrement punis. Je ne parle pas de la peine de mort, mais je dis les crimes d'enfants doivent être punis plus lourdement que certaines autres peines. Je dis, bon, tout en étant contre la peine de mort, il y a des gens qui la méritaient. Parmi les 9 jurés, une seule femme, Geneviève Donadini. J'étais un peu paniquée. J'étais paniquée. Pour quelle raison? Parce que c'était un problème de conscience pour moi. C'était, je pense, un crime qui était horrible. Et l'accusé risquait la mort. Et j'étais contre la peine de mort. Donc c'était vraiment pour moi un traumatisme. 9 mars 1976, ouverture du procès. L'affaire semble tellement évidente qu'on n'a prévu que 2 jours de débat. Christian Ranucci est à 137 jours de son exécution. Il entre dans le box des accusés et dès les premières minutes, il fait une très, très mauvaise impression sur le public et sans doute sur les jurés. Quand arrive Ranucci et qu'on commence un peu à lui donner la parole, on n'a pas l'homme cruel, sadique, fou, qui assassine un enfant, qui va le revendiquer, qui va être très, à la fois, à la limite, presque orgueilleux de
crime. On n'a pas non plus une pauvre Locke effondrée qui se dit qu'est-ce qui va m'arriver. On a un petit morveux qui se présente un peu comme une tête à claque, quoi. Et qui n'est pas très respectueux du président, qui ne comprend pas où il est, quoi. Manifestement, il est complètement à côté du procès, à côté de ses pompes, à côté de tout ce jour-là. Il était buté, il disait pas un mot, il baissait la tête et il écrivait sans cesse. Je me suis longtemps demandé ce qu'il écrivait, je l'ai appris après le procès. Il paraît qu'il faisait ses comptes pour savoir ce qu'il allait demander comme indemnisation au gouvernement pour l'avoir gardé en prison alors qu'il était innocent. J'ai été un peu déçu. Je me suis dit, il se présente pas aussi bien qu'il pourrait le faire. Et pour quelqu'un qui clame son innocence, il n'a pas une attitude habile. Je me dis quelle impression il va faire sur les jurés. Il est arrivé, ça fait comme un prince, presque, le grand roi. Hein. Déjà, c'est un assassin qui arrive là, c'était un peu paradoxal. Il portait bien, le jeune homme était pas mal quand même, hein. Un peu sec, un peu dandy même. Hein. Mais alors, par contre, d'une arrogance totale. À la barre, les témoins défilent. Il y a Vincent Martinez, l'homme qui a eu l'accident avec la Peugeot de Christian Ranucci. Et puis il y a les époux Aubert, le couple qui l'a désigné comme étant l'auteur de l'enlèvement. Les Aubert répètent les déclarations faites aux policiers. Oui, Christian Ranucci s'est bien enfui dans la colline avec un enfant. Ce sont des témoins convaincants, de bons témoins. Évidemment, à ce moment-là, personne ne vient rappeler qu'il avait fallu qu'on leur présente Ranucci plusieurs fois avant qu'ils ne finissent par l'identifier. Tout le monde a également oublié que les deux témoins de l'enlèvement, le petit Jean et Eugène Spinelli, le garagiste, eux, ont toujours affirmé avoir vu une Simca et non un coupé Peugeot. Vient ensuite le commissaire Alessandra, qui a dirigé l'enquête 2 ans auparavant. Et face à lui, tout d'un coup, Ranucci s'emballe. Il a commencé à parler de matraque, de je sais pas quoi, de passage à tabac. Le ton a monté avec Alessandra, il a proféré cette accusation vers Alessandra, et Alessandra a perdu son sang-froid. À un moment, il lui dit « je briserai votre carrière » ou quelque chose comme ça, et Alessandra lui a répondu « Monsieur, vous êtes un monstre, vous êtes un monstre ». Le mot « monstre » qui résonne dans un prétoire de cour d'assises, c'est lourd comme le poids de l'affaire Patrick Henry, c'est lourd comme les aveux de Ranucci. On était accablés, on se disait on va jamais sortir de ce truc-là, quoi. Pendant le procès, il nous a échappé. Il a échappé à notre contrôle. Mais il est dans une circonstance qui est la sienne, c'est pas la vôtre. C'est pas nous qui sommes jugés. Hein. Nous, on est extérieurs au truc. Hein. Même si on est éminemment concerné par la défense, c'est lui qui risque la condamnation. Donc ça doit, à mon avis, provoquer des réactions, des désordres. Et je pense qu'il n'était pas en situation d'entendre de nous vous avez tort de vous comporter comme ça. Je pense qu'il ressentait à l'intérieur de lui-même la nécessité d'engueuler tout le monde, quoi. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a un autre personnage dans la salle, ça c'est important. Il y a une dame, une brave dame qui est assise devant, qui elle aussi est tirée, je dirais, à 4 épingles d'une façon très rétro. Hein. C'est sa mère, elle est là devant, elle n'a Dieu que pour lui, elle suit ses moindres faits et gestes, et je crois que Ranucci ne s'adresse qu'à elle en réalité. Il ne parle que pour elle, son seul public c'est elle. Les jurys, ils s'en fichent. Le public, il s'en fiche. Les journalistes, ils s'en fichent. Les témoins, ils s'en fichent. On a l'impression qu'il ne parle que pour sa mère, pour donner une certaine image à sa mère. Elle était assise dans un coin, à regarder tout ça comme un spectateur.
et à nous demander de temps en temps ce qu'on en pensait. Voilà. En disant, est-ce que vous pensez que ça se passe bien? Est-ce que vous pensez que ça se passe mal? Et on ne savait pas très bien quoi lui répondre, hein, parce qu'on pensait que ça se passait mal. Christian Ranucci, agressif, arrogant, entêté, adopte un système de défense qui contribue à aiguiser l'atmosphère. Il s'est écrié tout à l'heure en parlant de l'enfant, « Nos routes se sont croisées, je ne la connaissais pas, je n'y peux rien. » Personne ne l'a cru. La défense de Christian Ranucci utilise alors son atout, le témoignage de Madame Mattei, dont la fille aurait été importunée par un homme au pullover rouge. C'est un témoin qui vient raconter une histoire qui va se raccrocher à ce fameux pullover rouge qui peut disculper Ranucci. Mais sur le public des assises, la déclaration de Madame Mattei n'a pas l'effet convaincant attendu par la défense. L'idée qu'un individu au pullover rouge avait abordé des enfants dans les jours qui avaient précédé l'enlèvement de Maria Dolores était un élément fichtrement important. Il s'agissait de savoir pourquoi, qui c'est, dans quelles circonstances. Voilà. Et ben, c'est un ballon, enfin, ça a fait pchuit, quoi. Ouais. Madame Mattei, elle va donc perdre pied tout de suite, sous les coups redoublés de l'avocat de la partie civile, Maître Collard, de l'avocat général, et tout simplement du président. Il lui demandera, par exemple, le nom de la camarade de sa fille qui avait été embêtée par ce détraqué sexuel. Ben, Madame Mattei sera incapable de le donner. Il faut lui arracher son témoignage. Il ne vient pas spontanément. Elle rame, comme on dit, pour apporter son témoignage. Donc on a l'impression qu'elle se force un peu à témoigner. Ça ne veut pas dire que c'est un faux témoin, ça ne veut pas dire que son témoignage n'est pas bon. Ça veut dire que l'impression qu'elle donne n'est pas une bonne impression. C'est vrai que ça paraissait un petit peu quelque chose comme la dernière chance, ou ça paraissait pas très sérieux. Le témoignage, en fait, ça devait être un élément à décharge. C'est devenu au contraire un élément à charge, puisqu'on s'est dit, le sentiment général, c'était que pourquoi ont-ils produit un aussi mauvais témoin? Elle a des choses à dire, Mme Mattei, qui collent exactement avec ce que nous savons, avec ses agressions, etc. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce qu'il n'y a pas les pièces dans le dossier, parce qu'il n'y a pas les dépositions dans le dossier, et parce que personne n'en a parlé auparavant. Écoutez, tout ce qui n'allait pas dans le sens de la culpabilité de Christian Ranucci, on l'écarte. Mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'on pose au départ la culpabilité de Ranucci, et que tout ce qui tend à montrer que cette culpabilité ne tient pas, on l'ôte du dossier en disant ça n'a rien à voir. Ben si, ça a à voir. Viennent ensuite les plaidoiries. Et c'est l'avocat des parents de la petite Marie Dolores, maître Gilbert Collard, qui débute. Il est convaincu que Ranucci est coupable. Et pourtant, question de conviction personnelle, il ne demande pas la peine de mort. J'ai dit que je voulais que Christian Ranucci vive pour que, au moins, Maria Dolores reste présente dans le remords de quelqu'un. Voilà. Pour être plus clair, hein. Puis j'ai clairement dit que les parents ne voulaient pas la peine de mort. Bon, j'avais obtenu des parents le droit de le dire, hein, ce qui était quand même pas rien dans le contexte. Bon. Le contexte, c'est cette foule qui, chaque matin, réclame la tête de Ranucci. Cette foule qui sait se faire entendre de l'avocat général, Armand Viala. Il demande la peine de mort dès le début de son réquisitoire. On se trouve presque dans l'obligation de recueillir la peine de mort pour la famille, pour la petite et pour l'opinion publique. De quoi j'aurais eu l'air, moi, si j'avais demandé 15 jours de prison avec sursis? Vous voyez ce que je veux dire? C'est exagéré. Mais il y a des peines qui s'imposent aux magistrats du ministère public. Nous sommes quand même un peu tenus par l'opinion publique.
Ce réquisitoire n'est pas une surprise. On savait que l'avocat général Viala n'était pas un abolitionniste convaincu. J'ai exposé ce que je retenais à charge de l'accusé, dont on ne pouvait pas douter, comment ces faits étaient punis par la loi, et qu'en toute logique, ça devait finir par la peine de mort. Il aurait pu se tourner vers les parents, leur demander pardon. Enfin, il l'avait tuée, cette petite. Il est resté complètement froid. Ben, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, ça m'a surtout pas ému. J'aurais voulu être ému, moi aussi. Je ne l'ai pas été. Pas du tout. Un avocat général qui n'est pas ému, une opinion publique déchaînée et un accusé arrogant, c'est contre tout cela à la fois que la défense va devoir combattre. André Fraticelli, en désaccord avec ses confrères, ne plaide pas. Jean-François Le Forcenet et Paul Lombard n'ont que quelques heures pour convaincre les jurés de l'innocence de leur client. Quelques heures pour lui sauver la vie. L'avocat, si vous voulez, se rend compte à ce moment-là de son rôle. Bon. Et c'est assez terrifiant, parce qu'il se dit, je suis le seul, alors il y a un confrère, je veux dire, mais nous sommes les seuls qui allons dire maintenant des choses différentes. Donc comment est-ce qu'on fait pour parler à ces gens? Comment est-ce qu'on peut toucher leur cœur, quoi? Je veux dire, toucher l'intimité de leur raisonnement. Je ne peux pas vous dire qu'on a été efficace, hein, mais ils n'ont pas cru à notre histoire, quoi, voilà. Ils n'ont pas cru à notre histoire. Le simple fait qu'on manipule l'idée de l'innocence de ce garçon, il y avait une réticence. Le procès est quelque part un peu catastrophique, c'est-à-dire que ça ne se passe pas comme vous souhaitiez, comme vous auriez voulu que ça se passe. Évidemment, Ranucci dit qu'il est innocent, ce qui vous oblige à être sur la même ligne que lui. Je suis obligé à rien. Si je n'ai pas l'opinion, l'intime conviction qu'il est innocent, je m'en vais. La dernière ressource de l'avocat, lorsqu'il est en désaccord avec son client, c'est soit de plaider, soit de partir. Si j'ai décidé de plaider, c'est que j'étais en complète corrélation avec lui. Jusqu'au bout, Maître Lombard, vous allez maintenir votre stratégie de l'innocence. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez songé à basculer? Jamais. Jamais. Je vais même vous faire une confidence. Je crois que je n'ai jamais raconté ça à personne. Parce que pendant des années, je me suis tu parce que j'estimais qu'il était indécent de venir se manifester lorsqu'un jeune homme avait trouvé injustement la mort. J'ai trouvé qu'il fallait... Il y a des choses qui ne se font pas. En tout cas, moi, il y a des choses que je ne fais pas. J'ai vu, lors d'une suspension d'audience, très longuement, Christian Ranucci, et je lui ai dit, faites bien attention. L'affaire est en train de mal tourner. Peut-être, si véritablement vous ne m'avez pas tout dit, s'il y a des choses que vous avez voulu garder pour vous, c'est le moment ou jamais, et je n'hésiterai pas à me jeter dans la bagarre pour essayer de sauver encore ce qui peut être sauvé. Je n'oublierai jamais son regard, vous m'entendez. On avait l'impression que je lui tenais un langage blasphématoire, c'est ça, blasphématoire. Deux affaires vont marquer cette époque, l'affaire Patrick Henry et l'affaire Ranucci. Dans Patrick Henry, il est coupable, et nul ne peut le nier, et Badinter plaide les circonstances atténuantes et sauve sa tête. Ranucci est innocent, vous plaidez l'innocence, et il est exécuté. Alors, vous croyez, très franchement, vous croyez qu'il est possible, lorsqu'on est persuadé d'innocence de quelqu'un, de plaider sa culpabilité et les circonstances atténuantes? C'est absolument
monstrueux. On n'a absolument pas le droit de faire ça. S'il faut faire payer à quelqu'un le culot de plaider qu'on est innocent lorsqu'on l'est vraiment, ça, c'est plus de la justice, c'est du règlement de compte. Au fond, vous n'étiez que sincère. Évidemment. Comment voulez-vous dans une affaire pareille? Qu'est-ce qu'on a à gagner dans une affaire pareille, entre nous? Vous croyez qu'on a à gagner de la réputation? Vous croyez qu'on a à gagner de la publicité? On n'a rien à gagner du tout. On a simplement ce sentiment élémentaire d'avoir fait ce qu'on a pu. On a réclamé 17 fois la mort contre des gens que je défendais. 16 fois, j'ai évité la mort. Une fois, je ne l'ai pas évité. Ce sera à la fois mon tourment et toute ma vie, je regretterai de ne pas avoir pu trouver au fond de moi-même cette étincelle qui aurait permis à la plus épouvantable erreur judiciaire de ce siècle de se produire. Paul Lombard a plaidé. En toute logique, c'est fini. Normalement, c'est fini. Gilles Perrault, je voudrais qu'on revienne sur un événement qui se situe à la fin de la plaidoirie de l'avocat de la défense de Christian Ranucci. Il se passe quelque chose d'absolument inhabituel dans un procès d'assises. Vous pouvez nous raconter? L'avocat général se relève et reprend la parole, ce qui ne se fait jamais. C'est quoi la règle? La règle, c'est que la défense a le dernier mot. Donc le dernier avocat de la défense, Paul Lombard, vient de terminer sa longue plaidoirie. Et donc c'est fini. La Cour va se retirer pour délibérer. Pas du tout. L'avocat général, M. Viala, se relève et reprend la parole. C'est stupéfiant. Je ne connais pas d'autres exemples d'une telle... Bon, alors, on redonnera la parole à l'avocat de la défense après. Donc la loi est préservée, la règle de procédure. Mais enfin, c'est inouï. Et alors, il brandit des procès-verbaux. C'est-à-dire Viala a des papiers en main. Voilà, que la police marseillaise vient de lui remettre. Et dans ces papiers, il y a les fameux procès-verbaux, certains en tout cas, de ces témoins qui ont vu l'homme au pullover rouge, des parents, des enfants eux-mêmes qui ont été agressés par cet homme au pullover rouge. C'est-à-dire que c'est quand le procès est terminé qu'enfin sont versées au dossier des pièces essentielles. Mais alors, c'est la fin du procès. Tout le monde est épuisé. Et puis alors, et c'est là que tout de même, il choisit de lire un procès-verbal qui, justement, n'a rien à voir avec cette histoire, qui parle d'un homme au pullover vert, qui a été vu avec 2 enfants, on ne sait même pas s'il s'en est pris à eux, pas du... Et puis qui est parti au volant d'une Diane et non pas d'une cible. Et l'avocat général dit, alors vous voyez, la défense a parlé d'un homme. Non, il y a un témoin, c'est l'un homme au pullover vert. Et puis il n'avait pas une Simca à 1100, il avait une Diane. J'imagine la tête des jurés à ce moment-là. Oui. Il s'était forgé une conviction, bien forcément. sûr, On était au moment d'ailleurs de se forger une conviction. Oui. Et à ce moment-là, on vient tout embrouiller. Oui, on vient tout embrouiller, mais en tout cas, ils se disent, cet énigmatique, cet improbable homme au pullover rouge dont nous a parlé Paul Lombard, c'est une histoire de fou. L'avocat général vient de nous lire une déposition, c'est un homme au pullover vert. Alors effectivement, effet de théâtre, on est au théâtre là. Seulement, dans la cour des Baumettes, sous l'échafaud, là on n'est plus au théâtre, on est dans la vie réelle. Alors il y a quelque chose qui est inadmissible, c'est que la scène des Baumettes, elle se joue sur ce mauvais théâtre des assises. On ne voit jamais ça. On l'a vu, on l'a vu. Ce soir, 8 hommes et une femme décident du sort d'un garçon de 22 ans. Quelle que soit leur décision, personne n'a le droit de les juger à leur tour, car ils sont les seuls hommes au monde, avec les magistrats et les avocats, à avoir cherché la vérité parmi les 2000 pièces du dossier, les 13 témoins et les 10 experts. Pourtant, pendant ces 48 heures, j'ai entendu 8 fois évoquer d'une façon ou d'une autre l'affaire de Troyes et les rapts d'enfants sous les voûtes de ce palais d'Aix-en-Provence. Et depuis hier matin, une foule énorme a réclamé la mort sans avoir une seule fois regardé dans les yeux Christian Ranucci. Dans la salle où nous étions, à l'extérieur, il y avait des gens qui criaient la mort, la mort, la mort.
Et ça, c'était rendre un jugement dans une... pas sereinement, quoi. Après seulement 2 jours d'audience, les jurés doivent répondre à 2 questions. Christian Ranucci est-il coupable? Si oui, a-t-il des circonstances atténuantes? Les jurés vont délibérer pendant plus de 2 heures. Tout le long du procès, maintenant même un peu gambergé dans mon esprit, c'était quand même la situation de la famille, hein, quand même. Des pauvres gens, hein, qui en fait ne méritaient pas ça. C'était une famille bon, humble, hein, qui était malade, il gagnait difficilement sa vie. Et moi, ça m'a énormément marqué pendant tout le procès, ça c'est sûr. Moi, je me sens très mal. Je me sens très très mal. Oui, tu es contre la peine de mort, mais là, c'est toi qui vas donner la mort. Donc c'est toi, quelque part, qui vas commettre un crime. Mais en même temps, pense à cette petite fille, pense à ses parents, pense à... Donc c'est extrêmement dur, extrêmement dur. À 20h30, la Cour rend son verdict. À la première question, elle répond oui. Christian Ranucci est coupable de l'enlèvement et du meurtre de Marie Dolores. Vient la deuxième question, sur les circonstances atténuantes. Si 5 jurés au moins sur les 9 lui accordent les circonstances atténuantes, il sauve sa tête. Mais 3 seulement le feront. À Aix-en-Provence, on a attendu plus de 2 heures ce soir le verdict au procès de Christian Ranucci. Finalement, la nouvelle est tombée vers 20h30. C'est la peine de mort. Ils nous ont regardés, il a dit ils sont tous fous. Il dit ils sont fous. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Il a dit ils sont fous. Et quand il était furieux. Furieux, mais je suis pas. Enfin, c'est pas. Mon propos n'est pas ironique ou comment dirais-je, désinvolte. Je dis il est profondément heurté par ça. Je pense que là, il prend conscience. L'homme est étrangement seul lorsque, debout entre 2 gardes qui guettent la défaillance ou pire l'incident, lorsqu'il entend les mots « La Cour et les jurés vous condamnent à la peine de mort ». Le mot « mort » semble se répéter dans la salle, dans les couloirs, dehors, sur le perron où les gens attendent. D'un coup, un être humain vivant devient un mort administratif. La puissance des lois est capable de tuer un homme qui vit avant même qu'il soit mort. Cette aberration, je l'ai vue. J'ai vu ce jeune homme devenir blême, partir mort. Sauf si le président de la République veut bien le gracier, mais il était mort. Il y a des gens qui applaudissent, il y a surtout à l'extérieur, il y a des gens qui manifestent leur joie, qui se congratulent, et qui souvent n'ont strictement rien à voir et qui n'ont, avec cette affaire, bien sûr, qui sont venus voir tomber une tête et qui ont eu cette tête et qui sont contents. Vraiment, c'était indigne de la condition humaine, ce qui se passait dehors, quelle que puisse être la décision de justice. J'ai accompagné Madame Maton. Nous avons été vraiment à la limite du lynchage, si vous voulez. J'ai dû échanger des coups pour me frayer un passage. Quand on sort, je dirais pas que c'est la liesse, mais bon, on sent que les gens qui sont là à l'extérieur, qui sont massés autour du tribunal, ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils trouvent que justice a été rendue. Et vous, est-ce que vous trouvez que justice a été rendue? Non, moi je trouve pas que justice a été rendue. Moi je me suis sauvée, je suis allée rejoindre ma voiture et je suis rentrée chez moi en pleurant tout le long du trajet.
Christian Ranucci est à 139 jours de son exécution. Maman chérie, je ne comprends toujours pas pourquoi ils m'ont condamné. Ils m'avaient l'air d'être des gens sensés et pourtant, ils n'ont pas hésité à me condamner en faisant abstraction des témoignages, à négliger jusqu'au bon sens le plus élémentaire. Je ne t'ai pas dit dans quelles conditions on me fait vivre ici, je vais te le dire. J'ai l'impression d'être un animal. Je suis surveillé jour et nuit, sans arrêt, quoi que je fasse. Seul, mais toujours observé. Le plus insupportable, c'est cette solitude silencieuse. C'est de ne parler à personne. Christian Ranucci vient de se pourvoir en cassation. Du fond de sa cellule, il attend la décision des juges. Désormais, il est dans le quartier des condamnés à mort, sous haute surveillance. Mais le cauchemar continue. Le 17 juin, la Cour de cassation rejette le pourvoi de Christian Ranucci. Les magistrats de la haute juridiction n'ont pas retenu comme étant un vice de procédure les procès-verbaux communiqués à la dernière minute à la défense. Christian Ranucci est à 42 jours de son exécution. Le pourvoi en cassation a été rejeté. Ranucci n'a plus qu'une chance de sauver sa tête. Cette chance s'appelle Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République. En 1976, Valéry Giscard d'Estaing a une image d'homme moderne et libéral. Tous pensent qu'il signera la demande de grâce de Christian Ranucci. Il donne l'impression d'être un libéral, il donne l'impression d'être hostile à la peine de mort, et on peut espérer qu'il va prononcer la grâce parce que c'est finalement dans sa modernité. Il avait lu que Giscard avait dit qu'il avait une aversion pour la peine de mort, etc., etc. Ah non, non, mais il s'attendait à être gracié. Hein. Il s'attendait à être gracié, bien sûr. En 1974, pendant la campagne électorale, le futur chef de l'État avait dit son aversion profonde pour la peine de mort. Dans la tête des adversaires de la peine capitale, c'était donc clair. Comme le veut la loi, avant de rendre sa décision, Valéry Giscard d'Estaing reçoit les avis des professionnels de la justice, ceux du garde des Sceaux, de l'avocat général, du président de la cour d'assises et en dernier de l'avocat du condamné qu'il reçoit à l'Élysée. Maître Lombard, au moment de défendre la demande de grâce, il est de tradition, c'est ça, c'est tradition que vous soyez reçu par le président de la République? Oui, oui. Comment ça se passe avec Valéry Giscard d'Estaing? On est reçu à l'Élysée, à l'heure, par le président de la République, seul, dans son bureau. Et je suis resté face à face avec M. Valéry Giscard d'Estaing. C'est vraiment le dernier recours. C'est-à-dire que le président de la République possède le droit de grâce. Il dit oui ou il dit non. Il dit que la justice suive son cours et le couteau de la guillotine s'abat. Ou il dit qu'il signe la grâce et l'espérance demeure. C'est la première solution qu'il a choisie. Comment ça se passe? Il connaît l'affaire ou il vous demande de la raconter? Il la connaît bien. Ah, vous lui dites quoi, vous? Quels sont vos arguments? Vous plaidez? Je plaide comme on plaide face à face d'un homme seul. J'ai essayé de le persuader et je suis persuadé, en sortant, que j'y suis parvenu. Mais en rentrant à Marseille, en allumant la radio dans sa voiture, Paul Lombard entend cette information. Depuis hier soir, une famille d'une cité HLM du Pradet près de Toulon vit dans l'angoisse. Vincent, il a à peine 6 ans, l'un des 7 enfants de cette famille Gaillardeau, a été enlevé au début de soirée alors qu'il jouait dans la rue. Un nouvel enlèvement d'enfants
au moment même où Valéry Giscard d'Estaing doit prendre sa décision sur la demande de grâce de Christian Ranucci. Ça ne pouvait pas plus mal tomber. Deux jours plus tard, on retrouve le corps du petit Vincent. Et là encore, toujours plus fort, l'opinion exige la peine de mort. Lors des obsèques du petit garçon, la tension est à son comble. Lorsque l'on va arriver à l'enterrement de l'enfant, on va avoir vraiment une émotion populaire qui va se matérialiser de manière très intense. Les rideaux des magasins sont fermés. Il y a des personnes qui se mettent à genoux sur le passage du cortège, sur le trottoir, pour le saluer. Il y a les gendarmes qui saluent le corps. Il y a la grand-mère qui hurle dès que le corps est sorti de la petite maison. Enfin, de la maison, la grand-mère s'est accrochée au balcon et a hurlé pendant de longues minutes. Elle a hurlé en appelant son petit-fils. La maman s'est évanouie à l'entrée d'église. Il y a des gens partout sur la place. Et puis surtout, il y a qu'on ne nous parle plus d'assassins d'enfants, mais qu'on arrête de juger ces gens, mais qu'on les tue tout de suite. Et puis il y a ce... Si l'autre là-bas est gracié, on va mettre le feu aux baumettes. L'autre, là-bas, c'est Christian Ranucci, qui attend au fond de sa cellule la décision du chef de l'État. Ce nouveau meurtre d'enfant n'augure rien de bon. Et pourtant, le 27 juillet, une dépêche de l'agence France-Presse parvenue à certains médias annonce que la grâce est acceptée. Paul Lombard et Jean-François Le Forcenet l'apprennent par des journalistes alors qu'ils sont en déplacement. Mais ils apprennent aussi très vite que c'est une erreur de l'AFP. Bonjour Guy Jolivet. Bonjour. Vous, au moment de l'affaire Ranucci, vous êtes rédacteur en chef à FR3, on disait à l'époque, Marseille. Oui. Et vous êtes donc amené à annoncer à l'antenne que Ranucci a été gracié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances vous allez commettre cette énorme boulette? Comment ça s'est passé? C'est tout simple. Une dépêche est arrivée de l'AFP. Le journal a commencé et j'ai entendu, le début de la dépêche, Christian Ranucci, dont le recours en grâce vient d'être accepté par le président de la République. Comment est-ce que vous apprenez que cette dépêche-là est fausse? Parce que tout de suite, le téléphone a sonné. D'abord de l'AFP. Mon camarade qui est directeur régional m'a appelé en me disant que tu es fou, que tu viens d'annoncer. Alors vous faites un démenti à l'antenne tout de suite? Oui, non, à la fin du journal. Mais entre-temps, le gardien qui gardait, comme vous le savez, 24 heures sur 24, les condamnés à mort, dans une cellule faite avec des barreaux, pour qu'on puisse s'assurer qu'il ne tentera pas de se donner la mort lui-même, ce gardien a annoncé à Christian Ranucci qu'il était gracié. Il l'a su aussitôt. Et 20 minutes après, il a appris qu'il ne l'était plus. Sa maman, Mme Maton, a eu la même réflexion. Elle a d'abord entendu qu'il était gracié, elle était folle de joie, et 20 minutes après, elle a appris que c'était faux. Alors ça, c'est quelque chose qui marque. Ouais. Je ne le pardonnerai jamais. Ouais. L'agence France-Presse avait préparé 2 dépêches, l'une pour annoncer la grâce et l'autre la mort. Au moment où, par erreur, elle diffuse la mauvaise dépêche, on ne connaît pas encore la décision du président. À ce moment-là, la maman de Ranucci ne se fait plus guère d'illusions. Elle a dû sentir les choses, je veux dire, parce que c'est à ce moment-là qu'elle m'a remis un petit mot, en me disant, bon, je rentre chez moi, mais si jamais il y avait un problème, eh ben vous lui donnerez ça à lire. Voilà. Christian Ranucci n'est pas gracié, il sera guillotiné.
Depuis son bureau de l'Élysée, le président Giscard d'Estaing a manifestement surmonté son aversion profonde pour la peine de mort. L'exécution de Ranucci est fixée au lendemain, dans le plus grand secret. On nous a appelés vers 6 heures du soir. J'ai eu le procureur de la République qui a dit « Bon, donnez-nous vos coordonnées personnelles, quoi. Laissez-nous des téléphones domicile », ce qu'on a fait. Et à 11 heures du soir, j'étais chez moi, j'ai un coup de fil et il m'a dit voilà, l'opération est fixée à demain. Voilà. C'était sa formule. Marseille, le 28 juillet 1976. Le jour se lève, il est à peine 4 heures du matin. Sans le savoir, un homme vit ses dernières minutes. Christian Ranucci, 22 ans, va être guillotiné à l'aube, à l'ombre des regards, derrière ces murs. Il s'est réveillé comme ça en sursaut et il a poussé un hurlement en disant « Je vais le dire à mes avocats ». Alors, le gardien a dit « Vos avocats sont là, vos avocats sont là ». Je lui ai montré la lettre de sa mère, d'abord. Voilà, je lui ai dit « Écoute », je l'ai tutoyé. Voilà. Et je lui ai dit « Écoute, voilà, j'ai une lettre de ta mère, alors il faut la lire. » Alors, il a lu cette lettre. Il était impénétrable, je veux dire. Il était impénétrable. À partir de ce moment-là commence un chemin abominable que d'aucuns appelleraient un chemin de croix. Vous traversez toute la prison, c'est-à-dire le premier couloir, le bloc A, le second couloir, le bloc B, puis le troisième couloir. Vous avez une sorte de personnage qui vous juge en arrivant. Vous comprenez qu'il est l'exécuteur des hautes œuvres. On fait asseoir Christian Ranucci sur un tabouret. Puis à ce moment-là, on lui offre une cigarette, on lui offre un verre d'alcool. Il prendra la cigarette, refusera l'alcool, si ma mémoire est bonne, refusera le prêtre qui viendra se proposer à lui en disant négatif. On l'attache avec des ficelles, mais vraiment des ficelles d'emballage. Et puis après, ils l'ont amené à la guillotine. Alors, vous avez il ne peut plus marcher parce qu'il est accroché. Il le porte. On le plaque sur une planche de bois. La planche de bois bascule, avance de 30 cm. Il a été plaqué contre la guillotine, ça va très vite. Vous entendez tchac, 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 on entend des grands fracas, et après on entend un jet d'eau. Mais bon, après on est parti, quoi, je veux dire. Après, chacun rentre chez soi. Hein. Chacun rentre chez soi. Sur la porte de la prison, le procès-verbal d'exécution. Christian Ranucci est mort à 4h13. Maman chérie, je me porte bien et me soigne. J'ai reçu le nouveau poste radio qui remplace le vieux en panne. Toi aussi, soigne-toi bien et conserve ton courage et ta volonté comme tu l'as si bien fait jusqu'à maintenant et qui fait l'admiration. Je te quitte là en t'embrassant bien fort. Je t'écrirai encore demain après visite avocat. Bonjour aux connaissances. Affectueusement, ton fils, Christian.
Cette lettre est la dernière de Christian Ranucci à sa mère. Héloïse Maton la reçoit 2 jours après l'exécution de son fils. Réhabilitez-moi. C'est ce que Christian Ranucci a demandé avant de mourir. Aujourd'hui, un nouvel avocat est engagé dans cette bataille, Maître Jean-Denis Bredin. Qui vous a demandé de conduire cette bataille de la révision? Eh bien, c'est la maman de Christian Ranucci. Il n'y a qu'elle qui puisse le faire. Il y a qu'elle qui puisse le faire, ou le garde des Sceaux. Pourquoi réhabiliter un homme qui a été guillotiné, donc pour lequel il ne peut pas y avoir une sortie de prison, hein, comme on connaît aujourd'hui pour des gens qui obtiennent des révisions de leur procès? D'abord, pour sa maman, ce combat, je veux dire, elle ne peut pas supporter l'idée que son fils ait été guillotiné alors qu'il était innocent, et un certain nombre je crois vraiment, d'éléments d'innocence existent et qui devront un jour être pris en considération. Et puis, j'allais presque dire, pour la réputation de la justice et pour l'opinion publique et pour nous tous. Le jour où mourra la maman de Christian Ranucci, Madame Maton, plus personne ne pourra engager de requête en révision. Que le ministre de la Justice. Et là, il n'y a pas de limite dans le temps. Et là, il n'y a pas de limite dans le temps. Qu'est-ce qu'il vous faudrait là pour relancer? Maintenant, il faut que des générations nouvelles reprennent ce combat. Alors Gilles Perrault, qu'est-ce qui s'est passé le 3 juin 1974? Parce que la voiture de Ranucci était bien aux abords de l'endroit où on a retrouvé la petite Marie-Dolores. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Est-ce que ça n'est qu'un malheureux hasard? Une coïncidence. Au départ de toute erreur judiciaire, il y a forcément une coïncidence. Incontestablement, Ranucci a eu un accident le 3 juin 1974, près de ce carrefour de la Pomme, à proximité duquel on va retrouver le cadavre de la malheureuse enfant. Mais tout le reste ne tient pas. Il y a une coïncidence, c'est vrai. Je suis convaincu qu'un homme au pullover rouge, l'homme au pullover rouge, a enlevé Marie-Dolores. Ça ne peut pas être Christian Ranucci. Je suis convaincu que cet homme a tué Marie-Dolores. Je suis convaincu que Christian Ranucci a été pris dans ce faisceau de coïncidence à cause de l'accident qu'il a eu. Peut-être connaissait-il l'homme au pullover rouge, ça je n'en sais rien. Si vous voulez, le terrible dans cette affaire, c'est que trop de pièces du puzzle ont disparu et que maintenant on ne peut pas reconstituer le puzzle. Si vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le dossier de l'accusation, il ne tient pas, il ne tient plus. Il ne tient plus. Pour moi, quand j'ai écrit mon livre, j'avais des doutes, j'avais un doute sur la culpabilité de Christian Ranucci. Aujourd'hui, 25 ans après, et après toutes les recherches que nous avons faites, je suis convaincu que ce garçon était innocent. On peut penser ce qu'on veut de cette affaire, mais ce qui est certain, c'est que Christian Ranucci, coupable ou innocent, mériterait peut-être un jour un procès dans une atmosphère beaucoup plus apaisée, loin de la passion vengeresse de l'opinion publique.